Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous le mardi sur BFM Lyon. Bienvenue, comme chaque semaine, avec moi sur ce plateau, notre spécialiste économique sur BFM Lyon, Audrey Henrion du journal des entreprises. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Et notre invitée cette semaine, Léna Gettner, directrice et cofondatrice de Rhône-Alpia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rhône-Alpia, association que vous avez fondée en 2014, qui accompagne la création d'entreprises dites de l'économie sociale et solidaire. Vous avez une équipe de 19 personnes. Vous avez en 6 ans accompagné 250 entreprises qui visent non pas à faire des profits, mais à avoir un impact social. Pouvez-vous justement nous citer quelques entreprises lyonnaises et nous décrire leur objectif? Oui, donc on accompagne les entreprises sociales. Pour nous, une entreprise sociale, c'est une association, une structure commerciale ou une coopérative. Leur particularité, c'est qu'elles répondent à une problématique de société. Donc ça peut être la question de l'insertion des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi, ça peut être la question de la mobilité des personnes qui sont en fauteuil roulant, comment elles se déplacent dans la ville. Ça peut être sur énormément de secteurs d'activité. En exemple, une des plus anciennes entreprises sociales qu'on a accompagnées s'appelle Constant et Zoé. Elle crée des vêtements qui sont esthétiques et ergonomiques pour les enfants qui sont en fauteuil roulant. Rendu célèbre parce que participant à une émission sur M6, pour ne pas la citer. Exactement. Dans quel état sont les entreprises de l'ESS aujourd'hui, et peut-on commencer par parler de celles qui vont bien? Je pense à Adbike par exemple, qui transforme les vélos en vélos cargo. Oui, alors celles qui vont bien, elles sont nombreuses à aller bien aussi. Adbike, leur positionnement, c'est de se dire qu'en fait, l'un des freins à l'utilisation des vélos, c'est qu'on ne peut pas transporter de charge. Donc, ils ont créé des modules qu'on peut plugger à l'avant d'un vélo ou à l'arrière d'un vélo pour pouvoir transporter ses courses, par exemple, avec un chariot ou avec une poussette. Ils sont en fort développement. Aujourd'hui, ils ont plus de 300 revendeurs partout en Europe pour vendre leurs vélos. Et l'impact de la crise sur eux, c'est qu'ils ont été obligés de relocaliser la confection de leurs vélos ici, à Lyon, dans leurs locaux. Et donc aujourd'hui, ils se lancent dans la réindustrialisation d'une filière de production de vélos dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec d'autres acteurs de la mobilité. Donc ça a été aussi une manière pour eux de renforcer leur activité et de relocaliser l'activité. Alors, une autre caractéristique des entreprises sociales et solidaires, c'est que les salariés prennent des décisions aux côtés des dirigeants et sont acteurs des décisions de l'entreprise. Est-ce que ça, c'est un facteur qui ralentit les décisions et qui fragilise les entreprises en période de crise, ou est-ce qu'au contraire, ça les rend plus agiles et ça permet d'aller plus loin? Oui, c'est ce qu'on appelle dans le secteur le partage du pouvoir, puisque du coup, les entreprises sociales s'appuient sur un triptyque: utilité sociale, partage du pouvoir, partage de la richesse. Et sur la question du partage du pouvoir, c'est essentiellement le modèle associatif ou le modèle coopératif, en fait, qui permet ce partage du pouvoir. L'exemple des petites cantines, qui sont des cantines de quartier, qui sont des cantines qui permettent la création de liens sociaux à prix libre. Aujourd'hui, la décision est partagée avec les bénévoles, avec les gens qui viennent manger dans les petites cantines. Et donc, ça les aide à être beaucoup plus résilients. Et notamment, ils ont lancé les cantines du cœur à Strasbourg pendant le premier confinement. Ils ont réussi à produire plus de 4000 repas et livrés en vélo pour toutes les personnes qui n'ont pas de cuisine chez elles. Donc en fait, c'est grâce à ce statut associatif, à ces bénévoles, à toutes ces parties prenantes très ancrées localement dans un territoire à l'échelle d'un quartier, qu'elles ont réussi à pivoter si rapidement pendant le premier confinement. Ça les rend plus agiles. Alors, d'autres entreprises sont en moins bonne posture. En revanche, quelles sont-elles et pourquoi? Oui, alors nous, on a lancé une enquête en octobre auprès des 250 entreprises sociales qu'on a accompagnées. Donc, c'est évidemment pas exhaustif, enfin, c'est un échantillon. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que 40% d'entre elles avaient moins de 2 mois de trésorerie dans les caisses. Donc, c'est quand même un chiffre qui nous alerte et qui nous inquiète, d'autant plus qu'on aura encore plus besoin des entreprises sociales demain, parce que la crise a des effets sur les plus fragiles d'entre nous, sur nos aînés, sur les étudiants, sur les néo-arrivants en France. Et donc, elles font vraiment ce tissu associatif et le lien social dont on a vraiment besoin. Donc,
certaines d'entre elles sont particulièrement en difficulté, comme les entreprises classiques aujourd'hui, avec des baisses de budget, des baisses de chiffre d'affaires, des activités qui sont à l'arrêt. Quand on s'occupe des plus précaires, parfois on peut transformer ces activités en numérique. Par exemple, je pense à Chez Daddy, qui fait du bavardage pour les personnes âgées au téléphone pour lutter contre l'isolement social. Mais il y en a d'autres où clairement, elles ne peuvent pas numériser leurs activités. Est-ce qu'elles bénéficient justement d'aides spécifiques, ces entreprises sociales et solidaires? Alors, elles bénéficient surtout de toutes les aides qui sont aujourd'hui à disposition de toutes les entreprises, comme le prêt garanti par l'État, comme le fonds de solidarité. Elles ont une aide, il y a un fonds de 30 millions à destination des associations employeuses qui vient d'être lancé il y a une quinzaine de jours pour les financer. La problématique, c'est que toutes les aides classiques aujourd'hui, la difficulté, c'est de réussir à les mobiliser. En fait, elles existent, elles sont là. Toujours est-il qu'il faut savoir... On a du mal à monter les dossiers. Exactement, on a du mal à monter les dossiers. Et est-ce que la ville de Lyon et la métropole de Lyon, qui sont très sensibles à ces questions de société, de social et solidaire, ont débloqué elles aussi des aides particulières ou pas? Elles ont débloqué des aides pour toutes les entreprises de manière générale. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que notre responsabilité chez Ronalpia, c'est d'aider les entreprises sociales à solliciter ces aides. Donc on a décidé d'affecter une partie de notre budget 2020 à l'accompagnement au rebond. On a monté un dispositif rebond pour accompagner ces entreprises sociales à solliciter les aides classiques et à ne pas passer à côté de tout ce dispositif de relance qui est en train de se mettre en place au niveau national, régional et local. Alors, vous pilotez une association qui propose à des porteurs de projets d'être accompagnés pendant 9 mois, gratuitement. Ça peut faire rêver beaucoup de salariés qui rêvent d'indépendance, notamment, et de sens. Quel est le profil, justement, de ces porteurs de projets? Alors déjà, il y a un chiffre dont je suis très fière, c'est que 50% d'entre elles sont des femmes, 50% des entrepreneurs sont des femmes, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de la création d'entreprise, et particulièrement dans l'ESS, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent. Ils ont 35 ans d'âge moyen. Donc en fait c'est beaucoup de reconversion. Il y a beaucoup de profils qui ont travaillé pendant une dizaine d'années, qui ont une première expérience et qui décident à un moment de remettre, qui ont envie de se sentir utiles. Ce qu'on dit, c'est que les entreprises sociales qu'on accompagne, à la base, ce sont des intrépides. En fait, ils décident de transformer leur indignation en action, c'est-à-dire j'identifie une problématique de société, je trouve une solution, je crée un projet qui va apporter une solution. Et ce risque-là, quand les entrepreneurs se lancent dans l'entreprise sociale et solidaire, est-ce que c'est un risque raisonnable? Est-ce qu'ils arrivent à se payer? Et est-ce qu'ils arrivent à passer le cap des 3 ans d'activité? Comme toute création d'entreprise, comme toute création de projet, c'est risqué. On le dit pas assez. On le dit pas assez qu'il faut minimum 2 ou 3 ans avant de réussir à se rémunérer quand on monte une entreprise. Et pourtant, c'est la réalité. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis, l'autre complexité, c'est pas une complexité, mais en tout cas, comme c'est souvent des projets collectifs aussi, il faut trouver les bonnes personnes avec lesquelles s'associer, les bonnes personnes avec lesquelles travailler pour pouvoir lancer une entreprise sociale en confiance. L'événement qui s'est passé pour vous l'année dernière, c'est que l'Aderly, c'est la structure qui vise à rendre attractive la ville de Lyon, vous a mis en avant, a mis Ronalpia en avant pour dire voilà, Lyon est une véritable ville qui valorise les entreprises sociales et solidaires. Est-ce que ça a été un accélérateur pour vous? Est-ce que ça fait venir des entreprises sociales et solidaires à Lyon également? Oui, ça fait 3 ans qu'on travaille avec l'Aderly, on en est très content chez Ronalpia et on travaille avec eux à attirer des entreprises sociales qui fonctionnent à Rennes, à Bordeaux, à Nantes ou à Paris et à venir dupliquer leur modèle à Lyon. Par exemple, une association qui s'appelle Révèle, qui accompagne les jeunes femmes de milieux modestes dans la quête de leur projet professionnel et dans leur orientation personnelle aussi et dans leur développement. Et pour nous, c'est une vraie preuve, ce partenariat avec l'Aderly, que l'ESS fait partie de l'économie, qu'on en est bien partie prenante. Et il y a d'autres signaux qui sont très forts en ce moment, comme par exemple le fait que le secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable soit rattaché à Bercy. Ça veut dire que c'est vraiment au cœur de l'économie. C'est sérieux. Et sérieux. Et à l'échelle de la métropole, il y a la CRES, qui est notre organe représentatif, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, qui a intégré le Conseil de développement économique aux côtés de la CCI et du MEDEF. Donc ça veut dire qu'on est pleinement dans le jeu. Vous parlez de la métropole, justement. Est-ce que la métropole et également à la mairie, l'arrivée des écologistes a pu renforcer cette image? Oui, nous, on se réjouit à chaque fois que l'ESS est au cœur d'un programme politique et d'un plan de mandat. On travaille beaucoup avec la région qui nous accompagne sur l'accessibilité de nos dispositifs dans les territoires ruraux et périurbains. On a travaillé aussi avec la métropole de Saint-Étienne qui nous a fait venir sur son territoire il y a 3 ans. Et puis on a beaucoup travaillé avec les précédentes équipes de la métropole de Lyon pour initier ce chantier. Et aujourd'hui, les heures s'annoncent assez belles sur le territoire de la métropole de Lyon pour l'ESS. On sent que ce nouvel exécutif,
très conscients que c'est une alternative très crédible à l'économie de marché et qu'il faut la soutenir. Il y a plein de belles choses à venir alors dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup Léna Jetner. On va passer tout de suite à l'info de la semaine dans Lyon Business. En pleine crise sanitaire et économique, la mairie de Lyon qui souhaite faire passer le nombre d'ouvertures dominicales de 12 à 7 par an, en se concentrant là où l'affluence est la plus importante. C'est l'adjoint du commerce Camille Auger qui explique notamment que seulement 8% des commerçants sondés ouvraient les 12 dimanches autorisés. Pour la majorité, ces ouvertures profitent essentiellement aux grandes enseignes et non au commerce de proximité. Passer de 12 à 7 dimanches ouverts par an, c'est une décision bien sûr qui fait réagir notamment du côté de l'opposition. Pierre Oliver, le maire Les Républicains du 2e arrondissement, a déjà critiqué cette décision des écologistes. Et puis le chiffre de la semaine également, c'est 500 000 € l'aide débloquée ce lundi par la métropole pour venir en aide au tourisme fortement impacté par la crise sanitaire et économique. Perte estimée de 50 à 60 milliards d'euros pour le tourisme français. Cette aide qui prendra la forme d'un versement d'une subvention exceptionnelle à l'Office du tourisme de Lyon. L'Office du tourisme qui voit déjà son budget en baisse de 2 millions d'euros pour l'année 2021. Voilà pour ce Lyon Business. Merci à vous. Merci Audrey. On vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Demain, 17h45 sur BFM Lyon. C'est votre emploi comme chaque mercredi. Demain, on va s'intéresser au secteur de la santé qui recrute pendant cette crise sanitaire. Nous en parlerons avec Patrick Déniel, notamment secrétaire général des HCL. Rendez-vous donc à partir de 17h45 demain pour C'est votre emploi. En attendant, vous restez avec nous, bien sûr, sur BFM Lyon. L'info se poursuit. Passez une très bonne soirée. Lyon Business avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.